Mehdi, ça va, tu as reconnu? Oui, Est-ce que El Jefe a reconnu? Big Ray. On a un photographe officiel. En plus qu'on a aujourd'hui des mugs, Abidjan Talk Live, on a même un photographe officiel. Je peux le dédicacer avec. Ouais. Qui va tu dédicaces. C'est enregistré. Dédicace. Ouais, il est en forme, hein. J'ai l'impression que tu étais dans un endroit où tu t'es rendu compte que la vie était importante. Beaucoup de personnes allongées, peu de personnes assises. And I'll be gone. Bienvenue, très chers auditeurs, à ce nouvel épisode d'Abidjan Talk Live. Je suis en compagnie de Mehdi, El Jefe, et un invité qu'on va vous présenter un peu plus tard. Mais en attendant, jingle. Aquabar, on dit quoi? On dit quoi? Bienvenue sur la terre des éléphants d'Afrique. Posez-vous. Posez-vous. Abidjan Talk Live est le seul podcast qui vous fera décapsuler votre bière et soulagera tous vos communs. Abidjan Talk Live. Chaque fin de semaine, enregistré depuis nos studios à Trècheville, Venez découvrir toutes les actualités et les histoires qui comptent. Voilà, maintenant on sait que Mehdi est dans la place. Ça va les gars? Ça va. Ouais, quoi de neuf depuis la dernière fois? Bonsoir Farid. Ça va Mehdi? Mehdi, si tu parles dans le micro, ça va être... on va t'entendre. Ouais, le micro, il... T'as l'habitude il est de pas- parler il est dans pas le très- micro, Il est vas-y. pas très amoureux. On n'a même pas commencé à le réfé. Non, mais ça va, merci. Et la semaine, est fatigante. Heureusement qu'on se retrouve. Ouais, mais on devait se retrouver la semaine dernière, Effectivement. mais notre invité nous a fait faux bon. Pour le moment, on lui donne pas la parole. Il nous a fait faux bon. On va en parler plus tard. En plus, il a un prénom magnifique. El Jefe. Et en plus, il est en costume. En plus, il est en costume. Il nous C'est- fait passer pour des pingouins. Et il savait pas que c'était pas la télé. Il s'est dit, c'est comme l'RTI. Exactement. Ça va, El Jefe? Ça va, merci. Et toi, Farid? Ouais, ça va. Écoute, depuis la dernière fois, avec Eddy et Kinte qu'on salue, on avait passé un bon moment. La C'est deuxième partie n'est pas encore postée. Elle le sera certainement quand j'aurai le temps de la monter. Elle a été filtrée, la deuxième partie. Ouais, écoute, je ne l'ai pas. Censurée. En tout cas, elle est pas mal. En tout cas, l'intro, je m'en suis pas remis. J'ai juste commencé à travailler le montage sur les 5 premières minutes et je m'en suis pas remis. Ça fait 10 jours. Les auditeurs, elle est historique. Elle est historique, cette intro. On vous annonce un grand épisode. Mais aujourd'hui, Abidjan Talk Live est très heureux de participer à la 3e édition du Podcaston. Alors, le Podcaston, c'est quoi? Le Podcaston, c'est 1 millier de podcasts francophones qui, pendant une semaine, vont mettre en avant une association de leur choix. Une association caritative, une ONG. Et nous, aujourd'hui, en tout cas, El Jefe et Mehdi, on a décidé ensemble de vous présenter et d'accueillir l'ONG Food for Kids. Alors là, on va être mal barré parce que notre invité... Comment tu t'appelles? Oui. Rapproche-toi. Mehdi. Mehdi. Donc... Ah. Donc on a Mehdi et Mehdi. Ça fait Mémé ou Didi ou Mémé Didi. Mais Didi, on l'a reçu il y a 2 semaines. Didi, c'est à 19h. Didi, c'est 19h. 9h30. Et là, on a la suite de Didi. Vous On va passez, laisser- vous on va passez laisser- derrière Didi. El Jefe, qu'est-ce que tu proposes? Bon, j'ai un surnom. Non, Mehdi. Il y a Mehdi, il y a Monsieur Mehdi et il y a Mehdi. Ou bien, il y a El Morocco. pense- Monsieur Mehdi, c'est bien Monsieur Mehdi. C'est ça. Monsieur Mehdi. On le vous voit aussi? Non, on va le tutoyer. Naturellement. Naturellement. Comment vas-tu? Bien, merci Farid. Merci. Alors, bienvenue à Abidjan Talk Live. Merci. J'ai l'impression que tu es un peu stressé. Non, ça va. Non, ça va? Il a son 4e verre, il est plus stressé.
Son 4e verre d'eau. Oui, bien sûr. Merci pour la précision et il faut détail. bien sûr. Donc bienvenue à Abidjan Talk Live, à toi. Donc on a eu le temps un peu de discuter avant de démarrer l'émission. Tu écoutes des podcasts? Non, je pense que... Non, pas vraiment. J'en ai écouté vite fait. Je pense que j'ai un ami qui fait un podcast sur le développement personnel. Donc je pense que j'ai écouté l'émission une fois, mais c'est pas mes habitudes, pour être honnête. D'accord. Bon, c'est une tendance assez intéressante dans le paysage audio numérique. Et comme on en a parlé, c'est l'occasion de pouvoir, surtout chez nous à Abidjan Talk Live, de raconter, tu l'as entendu dans le jingle, des histoires qui comptent et des histoires importantes. Et aujourd'hui, l'ONG que tu représentes aujourd'hui, dont tu es un membre fondateur, on en parlera un peu plus en détail plus tard. Ce genre de podcast, le nôtre, veut mettre en avant les histoires qui comptent, des témoignages, surtout ceux de la Côte d'Ivoire, parce qu'on a toujours en ligne de mire notre pays et c'est ce qu'on veut mettre en valeur et c'est ce qu'on veut mettre en avant. Donc, est-ce que tu peux nous parler un peu de toi avant de parler de ton ONG? Que fait Monsieur Mehdi dans la vie de tous les jours? Merci Farid. Avant que je me présente, c'est important de remercier l'opportunité que l'émission nous donne de parler de l'ONG. L'impact est important et il faut rendre à César ce qui est à César. Je pense que l'initiative est à encourager massivement. Et je pense qu'à partir d'aujourd'hui, je vais revoir mes habitudes et commencer à me connecter au podcast. Il y a quelques podcasts qui sont intéressants, mais Abidjan Talk Live, c'est le meilleur. Ouais. Avec César. Je confirme. Voilà, donc, Mehdi est chef d'entreprise, juriste de formation, chef d'entreprise, principalement dans le domaine du bâtiment et de la gestion de patrimoine. Ok. Et accessoirement, en termes de vie associative, depuis 17 ans, j'appartiens à des associations qui œuvrent dans la charité, la promotion du leadership et dans le civisme social. Ok. Je suis père d'un petit garçon de 3 ans. Donc je pense que... Yako. Ouais. Oh non, c'est un sacerdoce. 3 ans. Le gars doit bouger comme un malade. Exactement. Donc voilà un peu résumé qui est Mehdi. Ok. Mais Mehdi a une autre activité, je pense. Mehdi, il aime bien le Udada. Monsieur Mehdi. Monsieur Mehdi, il aime bien le Udada, tout à fait. Voilà, il va veiller ça. Il va Comme veiller. le petit lait sur le feu, Monsieur Mehdi. Hein, Monsieur Mehdi, il faut aussi en parler. Monsieur Mehdi, il aime bien galoper, je pense. Oui. Ouais, effectivement. C'est vrai un galopin. que j'ai l'avantage d'être secrétaire général de la Fédération ivoirienne d'équitation. Président Stéphane, on te salue. Coucou Steph. Prompt rétablissement surtout. Yako Steph. Yako Steph. Vous êtes synchro, Après s'être évadé de la pizza. On raconte pas tous les secrets. Président Stéphane, sache que tu as un droit de réponse. Tout à fait. On t'attend au podcast. Alors pour le Stéphane, lui, il faudrait le préparer avant. Pour la petite histoire, il avait été invité en tant que président de la fédération à Radio Côte d'Ivoire. Ok. Et dès qu'il est arrivé à Radio Côte d'Ivoire, sa première intervention dans l'émission... Je pense que c'était Radio Côte d'Ivoire qui n'était pas assez prévu. Voilà. Il a dit à l'animateur, il dit que je suis content d'être à Radio Côte d'Ivoire. À la radio, on annonce tous les coups d'État. C'est bien ce que je disais. C'est Radio Côte d'Ivoire qui n'était pas assez Non, préparé. Radio Côte d'Ivoire n'était pas prêt. Magique. Bon, en tout cas, Stéphane, président, quand tu veux, tu es le bienvenu à Abidjan Talk Live et on comptera sur Monsieur Mehdi pour te partager l'épisode et te donner envie de venir nous rejoindre. Considère que c'est fait. Donc, dans ton petit speech que tu nous as donné, donc tu es depuis 15 ans, 16 ans, tu as 17 ans. 17 ans. 17 ans, ouais. Dans le monde de l'association, dans le monde caritatif. Et aujourd'hui, on est là pour parler donc de l'ONG Food for Kids, pour laquelle tu es un membre fondateur.
Alors, est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce qui t'a poussé, toi et les autres membres, à créer l'ONG Food for Kids? L'inspiration à la base, comme j'ai l'habitude de dire, vient de l'éducation. Donc je pense que la plupart des membres fondateurs de l'association appartiennent à des familles là où on a vu les parents faire des dons, faire de la charité, que ce soit sur le plan religieux ou même sur le plan social. Nous sommes africains. La solidarité fait partie de nos valeurs. Personnellement, comme je disais, je suis membre d'un club Rotary depuis 17 ans. Donc dans le cadre du Rotary, on a l'occasion de voir les inégalités qui existent un peu partout dans le monde. Et la plupart des membres fondateurs de cette ONG-là, à la base, c'est un groupe d'amis qui avait décidé. L'idée est partie d'une initiative qu'on a prise de faire des dons à l'occasion des anniversaires et puis à Noël. Ok. Donc on a commencé par aller faire des dons au niveau dans des pouponnières ou dans des prisons. L'idée, c'était d'apporter un peu de lumière à ces personnes qui étaient dans la difficulté, on va le dire comme ça. Et on a voulu formaliser. Vous savez, l'idée, il y a plusieurs associations, plusieurs ONG qui existent. Donc, à un moment donné, quand il faut structurer, on a décidé de se focaliser sur un fléau en particulier pour éviter de naviguer à vue. Donc, l'idée, on s'est dit, on se focalise sur les enfants, sur la nutrition des enfants et l'autonomisation de la femme. L'idée, ça a été ça. C'est l'objectif principal de l'organisation. Exactement, pour ne pas être une association qui fait un peu de tout. L'idée, c'était de se focaliser sur la nutrition des enfants et l'autonomisation de la femme. C'est venu assez vite d'être d'accord sur cet objectif-là. Il y avait un réel besoin. Vous avez constaté des choses lorsque vous avez visité les villes, les villages de la Côte d'Ivoire. C'est quelque chose qui a été marquant tout de suite? Oui, ça a été marquant. Et on a pour habitude de dire que la famille, c'est la cellule de base de la société. Et ceux qui sont vulnérables dans la famille, en général dans les familles africaines, ce sont les enfants et les femmes. Donc l'unanimité, elle a été vite faite. Mais ça, c'est vraiment quelque chose c'est un très bon réflexe, parce que il y a certaines organisations internationales qui, par exemple, lorsqu'elles sont présentes dans des pays en crise, vont choisir, au lieu de rémunérer les maris qui travaillent pour ces organisations locales, vont préférer rémunérer les femmes, donner l'argent des salaires aux femmes, ou du moins une partie, pour s'assurer que l'argent soit bien utilisé, etc., et que finalement ça contribue à l'amélioration de la qualité de vie du foyer. Et ça, on sait très bien, un homme aujourd'hui en Afrique, donc spécialement en Côte d'Ivoire, peut toujours se débrouiller. Mais souvent, on s'aperçoit qu'avec les vicissitudes de la vie, avec les différentes tentations de la société, l'argent ne va pas forcément au bon endroit. Les deuxièmes bureaux. Et surtout, quelque chose de très important. Lorsque le mari décède, il y a une paupérisation accélérée de la femme et des enfants et des ayants droit, au profit justement de la famille du défunt. Donc, c'est une problématique à plusieurs étages. Effectivement. D'accord. Si vous avez d'autres questions sur la création de l'ONG, c'est vrai qu'aujourd'hui c'est vrai que aux auditeurs on est très sérieux aujourd'hui, parce que c'est quelque chose qu'on voit, c'est une problématique qui est visible, et il faut, je pense que chacun à son niveau essaye de faire quelque chose au quotidien, que l'État également essaye de gérer les choses au mieux avec un ministère de la famille, mais il y a beaucoup à faire au quotidien, et ce sont des initiatives qu'il faut soutenir. Donc, si en quelques mots tu devais présenter l'ONG Food for Kids, comment est-ce que tu la présenterais? Je dirais que l'ONG Food for Kids est une association de droit ivoirien. Donc nous sommes enregistrés au niveau du ministère de l'Intérieur, nous sommes référencés au niveau du ministère de la Solidarité. Et c'est une association qui
réunit des hommes et des femmes ivoiriennes. Ce sont essentiellement des bénévoles. On considère que pour apporter un peu de lumière, comme j'aime à le dire, on peut donner soit de son temps, soit de son argent, soit de ses relations. Donc c'est un peu cette philosophie qu'on a, une association d'hommes et de femmes qui essaie d'œuvrer en Côte d'Ivoire pour apporter sa modique contribution à l'amélioration des conditions de vie des populations. Et pour revenir sur ce que El Jefe disait tantôt, je me réjouis que l'initiative de Food for Kids soit appréciée, mais je me réjouis d'autant plus qu'il y ait des initiatives comme Abidjan Talk Live qui permettent de mettre en lumière ce genre d'initiative-là. Pour moi, ces deux initiatives permettent d'accompagner l'action gouvernementale et c'est pour ça qu'en début de propos, je m'engageais vraiment à travailler à la promotion de votre émission. C'est gentil, mais après nous ici, on est vraiment dans cet état d'esprit-là de ensemble on est plus fort. Ouais. Et au final, c'est la Côte d'Ivoire qui gagne. Donc si on peut mettre en avant, on le fait vraiment de bon cœur. Lorsqu'on a décidé de participer au podcaston, il n'y en a même pas eu besoin de convaincre les différents intervenants du podcast. Ça allait très rapidement. Et le choix sur Food for Kids s'est porté tout aussi rapidement. Et c'est important de pouvoir, ne serait-ce que par l'éducation, améliorer les conditions de la cellule la plus importante dans la vie, qui est la cellule familiale. Moi, j'ai une petite question. Bien sûr. À partir de jusqu'à quel âge vous subventionnez les enfants? Parce que moi, par exemple, j'ai très faim. Et si jamais je peux avoir un grand enfant, un ou deux repas gratuits, je suis pas contre. Bon, en même temps, El Jefe n'a pas encore de cheveux blancs. Ça sera difficile d'en avoir. De toute façon, avec sa cagoule, c'est compliqué de voir ses cheveux. Exactement. J'avoue. Voilà. Tout à fait. Parce qu'il est anonyme même lorsqu'il n'y a pas de caméra. Oui, totalement anonyme. Moi, je voulais juste demander à M. Mehdi. En gros, si je dois résumer Food for Kids, si je comprends bien, c'est aller à l'école, c'est bien, mais aller le ventre vide, ça sert à rien. Exactement. Donc en quoi, et là du coup, double question, en quoi l'accès... Double James. Ouais, double James. Double Mehdi. En quoi l'accès à un repas scolaire, là c'est vraiment pour vulgariser, et donc la question peut paraître un peu naïve, mais allons-y gaiement. En quoi l'accès à un repas scolaire peut-il contribuer à la scolarisation des enfants et réduire l'abandon scolaire? Ce qu'il faut savoir, déjà pour répondre à El Jefe, on n'a pas encore commencé à subventionner les repas. C'est un projet qui est en cours. J'aurai l'occasion de vous en parler. Oui. Et on veut. La loi a défini le cadre des enfants. Je pense qu'en général, quand on commence à dépasser la barre des 10 ans, on n'est plus des enfants. Donc j'aurais du mal à penser que tu ferais partie de la cible. Potentiellement. Vu ce qu'il boit. Mais justement, excusez-moi, c'est une très grande information qu'il vient de donner. Jusqu'à 10 ans. Donc là, je rejoins ta question. Donc vous allez calibrer votre action sur les enfants, je dirais, du primaire. Oui, on est pour le moment, c'est ça. Maternelle, vraiment, primaire, ouais. Oui. Okay. Pour le moment, on est vraiment sur la petite enfance. La petite enfance, exactement. D'accord. Et pour répondre à la seconde question, c'est que notre démarche a été très scientifique. Pour la zone qui a été retenue, qui est la zone de Guitry, une zone pilote qu'on a choisie parce que c'est une grande zone de production cacaoyère, on s'est appuyé sur les chiffres de la direction départementale de l'éducation nationale. Donc vous avez les inspecteurs qui ont les différentes données statistiques. Que disent ces chiffres? Sans rentrer dans le détail des chiffres. Les tendances? Oui, je vous explique les tendances. Dans les zones cacaoyères, comme cette zone-là en particulier, vous savez, les enfants parcourent des kilomètres pour aller à l'école. Donc, on s'est rendu compte, ou plutôt les inspecteurs se sont rendus compte que quand l'enfant va à l'école le matin,
Le fait qu'il n'ait pas à manger entre midi et 2 l'emmène à parcourir les mêmes, souvent 6-7 km pour retourner manger à la maison. Et en général, l'après-midi, il ne retourne plus. Je préfère préciser que je pense que M. Mehdi parle de 6-7 km à pied pour les enfants. C'est ça. Et lorsque nous avons commencé les activités sur Guitry par des dons, après l'année, on a commencé, alors l'ONG est née en 2020, donc en 2020, on a commencé l'activité de dons. En 2021, on s'est rendu compte que le taux d'absentéisme au niveau, en cours l'après-midi avait baissé. À reculer. Et ça s'est traduit aussi par les résultats, au niveau des résultats scolaires. Donc offrir des repas à des enfants scolarisés à midi, ça améliore la fréquentation scolaire. Ça les attire à l'école. C'est ça. Voilà, ça les attire à l'école. Aussi, je pense que ça réduit aussi la malnutrition. Bien sûr. Puisque ce sont des repas, on va dire, équilibrés avec les apports énergétiques essentiels et importants. Moi, ça me tue. J'avais envie de réagir tout de suite quand on dit que des enfants font 6-7 km à pied pour aller à l'école. Enfin, je veux dire, je sais pas, les parents qui nous écoutent, parlez à vos enfants du luxe qu'ils ont de pouvoir aller à l'école, ne serait-ce qu'en voiture ou une école de proximité. Dans les villages, à l'intérieur du pays, c'est la réalité, on le voit. Moi qui parcours, toi aussi El Réfé qui parcours avec Mehdi les pistes de Côte d'Ivoire et les villages pour nos différentes activités professionnelles ou sportives, on voit régulièrement des enfants marcher pour aller à l'école et c'est une réalité. Ne pas aller à l'école, c'est pas parce que c'est difficile, parce qu'on n'apprend pas, parce qu'on ne s'amuse pas à l'école, mais juste parce que comprenez bien qu'il y a l'absence de pouvoir se nourrir qui, en fait, devient tout de suite un obstacle pour l'enfant à parcourir ces 6-7 km. Et encore, tu es gentil, monsieur Mehdi, des fois même c'est beaucoup plus que ça. Des fois même il y a des fleuves à traverser, il y a des forêts à traverser et le repas, comprenez très bien, très chers auditeurs, que le repas en fait encourage l'enfant à venir à l'école, y rester et apprendre et bien sûr lutter contre l'absence d'apprentissage, de connaissances et reculer au maximum la malnutrition. En tout cas, bravo. C'est chaud. Bravo à Food for Kids parce que on se rend pas compte des fois. On pense que c'est voilà. Il faut bien contextualiser. Toi, petit garçon ou petite fille qui attend le chauffeur pour aller à l'école ou le car scolaire ou qui descend juste de chez toi pour aller à l'école, c'est du luxe. Ouais. On va à l'école pour apprendre, on va à l'école pour s'enrichir, on va à l'école pour s'amuser, on va à l'école pour devenir grand, mais il faut que vous compreniez que tout le monde n'a pas la chance de pouvoir aller à l'école. Et tout le monde n'a pas la chance d'avoir un petit sac avec un petit goûter. Et ce que fait l'ONG Food for Kids, justement, c'est de pouvoir permettre à ces enfants-là de pouvoir apprendre le ventre plein et de ne plus avoir à se soucier de comment est-ce qu'ils vont se nourrir, comment est-ce qu'ils vont manger et tout. Bravo à l'ONG Food for Kids. Alors, si je puis ajouter quelque chose à ce que tu as dit, il faut savoir que c'est comme au boulot. C'est-à-dire que lorsque vous arrivez, nous on est adultes, on va au travail, on choisit de prendre un petit déjeuner ou pas, mais un enfant qui arrive déjà, qui parvient à arriver à l'école dans ces conditions, ne peut pas il a une capacité d'apprentissage qui est limitée. Parce qu'en fait, il n'a pas l'apport énergétique pour tenir déjà la matinée, donc il ne peut même pas se concentrer pour apprendre. Donc, c'est ce que j'appelle une problématique en escalier. Parce qu'à chaque fois que tu résous quelque chose, tu as une nouvelle marche qui arrive. C'est-à-dire, déjà, l'enfant, sur ces zones reculées, là, doit pouvoir aller à l'école. Deuxièmement, c'est dans une zone cacaoyère. Donc, ce que M. Mehdi n'a pas dit, c'est que derrière, tu as des enfants qui, malheureusement, doivent aller au champ pour travailler et aider leurs parents. Donc,
Ils ne vont pas forcément à l'école. Quand ils arrivent à l'école, ils arrivent le ventre vide. D'accord ? Donc, ils ne peuvent pas apprendre. Et quand ils ont la chance de pouvoir retourner à l'école, retourner à la maison à midi pour manger, c'est-à-dire qu'ils ont les conditions, l'école n'est pas à 10 km, c'est-à-dire que souvent il y a même du vélo. Moi j'ai vu des villages où il y a du vélo, plus de la marche. Parce que l'école, elle est après le champ du papa. Voilà, donc ça aussi c'est une réalité. Donc lorsque les conditions, ces 6-7 km là existent, il va aller à la maison, il va manger, mais il va pas forcément aller à l'école parce qu'il a mangé. On va dire non, maintenant tu as le ventre plein, tu dois aller à la plantation pour aider pour la fin des travaux, qui se terminent en général vers 16h, et revenir avec soit les fagots, soit avec les trucs et tout ça, au niveau du campement. C'est terrible. Et Farid a demandé des chiffres tout à l'heure, vraiment pour planter un peu le décor. Au dernier recensement, sur l'étendue du territoire ivoirien, on compte à peu près 19 470 écoles primaires. Public, oui, on est dans le public. Et sur ces 19 000 écoles primaires, on dénombre seulement 5 603 cantines. 25%. Vous voyez ? Mais j'ai mieux. L'idée, c'est qu'on considère qu'on a à peu près 120 jours d'école qui, à la base, donc, sont des cantines scolaires qui sont sous subvention de l'État pour leur fonctionnement. Sauf que sur les 120 jours de cours, la ration qui est accordée par l'État de Côte d'Ivoire permet d'assurer les repas pendant 26 jours. Sur 120 jours. Sur 120 jours. 20%. C'est ça la réalité. Si je peux me permettre, Bien sûr. on rejoint une moyenne de nos chers amis les Gaulois. Parce que selon un peu la documentation et tout, en décembre 2024, on avait un enfant sur 5 qui souffrait de malnutrition en France. Juste, et c'est tout à fait vrai. Ce dont M. Mehdi parlait tout à l'heure, c'est une, je dirais, excusez-moi, c'est Farid qui me demande de te me rapprocher du micro, ça y est. Pour Donc, une fois que c'est pas moi. donc ce dont M. Mehdi parlait tout à l'heure, c'est une constante mondiale. C'est-à-dire, vous avez en France, vous avez justement un enfant sur 5 qui est malnutri, qui ne peut pas aller à la cantine parce que la cantine, le solde à payer, qu'il y a une partie qui est prise par la mairie et une autre qui est prise par les parents. D'accord ? Donc cette partie-là ne peut pas être prise par les parents, c'est une réalité. Vous avez en Angleterre des initiatives comme l'ex-joueur de Manchester, Marcus Rashford, qui a été anobli par la reine parce qu'il a réussi à organiser de la collecte et de la distribution de nourriture pour les écoles, pour maintenir des cantines scolaires en état. Vous avez aux États-Unis la même chose. Et il faut croire que le problème de nourrir des enfants devient un problème mondial. Et ça doit interpeller chacun de nous en tant que parents et adultes. C'est devenu un problème de santé publique, non ? En tout cas, c'est un problème de notoriété aujourd'hui. On peut pas passer à côté. Ça arrive en Côte d'Ivoire parce qu'aujourd'hui c'est quelque chose qui nous intéresse, mais quand je vous écoute, les gars, c'est un phénomène mondial. Effectivement. Mais il y a des innovations en la matière. Hein. Effectivement, le problème a certes, il a beau être mondial, aujourd'hui il y a des innovations en la matière, notamment pas loin de nous au Togo ou au Bénin. Ces pays-là, le Togo et le Bénin, ont mis en place, ils ont légiféré, ils ont mis en place des lois donc, sur l'alimentation scolaire. Quel genre de loi, par exemple ? Parce que ça faisait partie un peu d'une prochaine question. Donc, on y rentre pleinement. Comment est-ce qu'aujourd'hui, le gouvernement, par ses actions, arrive à soutenir des ONG comme Food for Kids ? Le gouvernement, le premier mécanisme pour un gouvernement à l'effet de soutenir les initiatives, ce sont des dons ou sinon des subventions. Aujourd'hui, au niveau de Food for Kids, on a déjà reçu des dons du ministère de la Solidarité, notamment pendant la période de Covid. C'était des dons en vivres,
des dons aux vivres qui ont servi à être redistribués. Sur l'action gouvernementale, ce qu'on entreprend au niveau de Food for Kids, c'est du lobbying. Déjà pour faire connaître la problématique, pour faire savoir la réalité et pour essayer d'amener nos législateurs à produire des lois à l'instar du Togo, de Bénin, pour rendre justement ce problème d'alimentation scolaire là à un niveau national. Donc, quand l'Assemblée nationale arrive à voter, à ériger ce problème-là en loi, c'est contraignant pour l'État. Donc, nous, au niveau de Food for Kids, on fait du lobbying auprès des décideurs pour que très rapidement, en tout cas très prochainement, on puisse avoir une loi sur l'alimentation scolaire. On attend cela de l'État. Après, quand on dit l'État, c'est suffisamment vaste. Mais comme LRF le disait, nous avons un projet phare qui consiste en la construction d'une cuisine professionnelle. C'est un modèle qui existe ailleurs comme au Kenya ou en Inde. Nous avons démarré ce projet-là dans la zone de Guitry. Donc à ce niveau-là aussi, nous travaillons pour avoir un accompagnement de l'État par le truchement de la mairie, de sorte à pouvoir subventionner une partie des repas et permettre à la cuisine de fonctionner pour distribuer les repas aux écoles environnantes. Alors, on parle de une cuisine professionnelle dans une localité pour pouvoir distribuer des repas. Bon, il n'y a pas que cette localité, il y a d'autres localités. Quels sont les principaux défis que vous rencontrez dans la distribution de ces repas, les difficultés de logistique, comment est-ce que vous arrivez à les surmonter? Comment est-ce que vous vous organisez pour pouvoir justement distribuer équitablement, efficacement ces repas en temps et en heure à plus de 19 000 EPP, donc EPP, école primaire publique. Oui, Mehdi, tu voulais dire quelque chose? Déjà, avant que M. Mehdi ne puisse répondre à cette question, je voulais savoir comment est-ce que ça se fait? Comment expliquer le fait que des pays tels que le Togo et le Bénin aient déjà pris de l'avance sur la question de la nutrition des élèves, des enfants, tandis que la Côte d'Ivoire ne l'a pas encore fait, et qu'il faut attendre qu'il y ait des ONG qui puissent sensibiliser et faire du lobbying pour pousser à justement voter ces lois. Comment expliquer cela? Alors, autour de cette table, personne ne pourra te donner une réponse tangible. Cependant, tout dans la vie, c'est une question de balance. D'accord? C'est très louable et il faut étudier comment ces pays y sont arrivés. Mais je vais te dire la même chose. De l'autre côté, tu as des Béninois et des Togolais qui doivent se dire mais pourquoi la Côte d'Ivoire, elle a réussi à faire ça et puis nous, on n'a pas encore réussi à faire ça? Bien sûr. Voilà, donc déjà, la première chose, c'est faire le constat, être unanime sur le constat, disons majoritaire sur le constat. On est tous d'accord qu'un enfant, qu'il aille à l'école ou pas, doit manger. Ça, c'est la première chose. Ensuite, que tout enfant doit aller à l'école. C'est un droit. C'est un droit. Donc, et ensuite, que tout enfant à l'école puisse manger. Voilà. Donc, je pense qu'il faut se concentrer vraiment, avoir des œillères de ce côté-là, se concentrer sur ce qui n'a pas fonctionné, parce que c'est une question légitime que Mehdi a posée. Comment ça se fait que ce pays, qui est la Côte d'Ivoire, qui est un moteur de l'économie sous-régionale, d'accord, n'ait pas plus mis l'accent sur ce problème? Je dirais que c'est normal. C'est normal et compréhensible. Enfin, c'est pas normal, mais c'est compréhensible. Pourquoi? Parce que tu es en Côte d'Ivoire et déjà, tu as des écoles qui ferment, publiques. Tu as un manque de professeurs. Tu as un problème d'éducation. Tu as des conditions. Voilà. Des infrastructures pénibles. Voilà. Donc, déjà, l'État, lui, doit, en premier lieu, fournir des écoles et le cadre d'apprentissage
pour ses enfants. Et quand l'État il fait ça, le temps pour un État, c'est pas le même temps que pour nous. Hein. Donc quand il fait des plans à 20 ans, 30 ans et tout ça, ça paraît long pour nous. Mais pour lui, c'est ok, dans 20 ans, on va faire ça. Voilà, c'est un peu ça. Le Bénin, le Togo, qui sont des pays qui ne sont pas très peuplés, on va dire, c'est peut-être un peu plus facile. Oh, ça, je crois pas. Parce que crois-moi que j'ai été au Bénin et au Togo dans des zones très, 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 très reculées. Très reculées. Ça va paraître horrible ce que je vais dire, mais je pense que c'est juste une gestion de priorité, tout simplement. Merci. Mais justement, aujourd'hui, pour moi, à mon sens, c'est une priorité. En fait, El Jefe, il a raison, pardon monsieur Mehdi, El Jefe, il a raison, quand tu vois l'état de délabrement de certaines écoles, ils se disent que, alors oui, on comprend que l'absence de repas entraîne par cascade la déscolarisation des enfants, mais le repas, on va dire, c'est le deuxième étage ou le troisième étage de la tour. Le premier étage de la tour, c'est déjà d'avoir des écoles fonctionnelles pour ne serait-ce que les avoir en demi-journée. Ouais. C'est le premier objectif, c'est le premier palier. Avoir ne serait-ce que sur le premier étage de ce projet-là, la possibilité de pouvoir scolariser des enfants. On a parlé dans des épisodes précédents où on a croisé des enfants qui passaient plus de temps dans leur journée au champ pour les travaux champêtres avec la famille qu'à l'école. On a parlé aussi dans des épisodes précédents de la présence masculine d'enfants dans les écoles dominantes par rapport aux filles. Donc je pense que c'est horrible, mais c'est une réalité, c'est une gestion de priorité. Et aujourd'hui, s'il n'y a pas de cadre pour pouvoir permettre la scolarisation, on ne peut pas parler du deuxième étage du projet, à savoir la cantine, les repas, pour pouvoir garder les enfants plus longtemps. Donc je pense que, si je ne me trompe pas, l'ONG Food for Kids travaille déjà, il a parlé de M. Mehdi, il a parlé de Guitry, donc ils doivent déjà travailler avec des écoles qui tournent et qui ont déjà un taux de présence supérieur à la moyenne nationale et qui essayent de garder les enfants un peu plus longtemps pour pouvoir justement améliorer le niveau de scolarisation. Et même pour aller dans ton sens, Farid, et pour aller même dans un autre axe de réflexion, pour apporter une réponse à Mehdi, il y a différentes approches à un problème qui est unanimement constaté. Par exemple, l'État peut très bien se dire, nous, ce qu'on veut, c'est l'autosuffisance alimentaire. L'État peut se dire, nous, on souhaite que les planteurs, moi j'appelle les agriculteurs, moi je préfère les agriculteurs, que les agriculteurs puissent être suffisamment autonomes afin de permettre à leurs enfants de manger correctement. Et s'ils sont autonomes financièrement et que les enfants mangent correctement, à ce moment-là, ils seront à l'école. S'ils sont autonomes financièrement, ils auront les conditions de transport, ne serait-ce qu'un vélo à offrir. Vous voyez, donc c'est la façon dont tu es pris un problème aussi qui va engendrer une solution. Je vais rebondir sur ton propos pour demander à M. Mehdi, comment est-ce que aujourd'hui l'ONG Food for Kids finance ces activités? Est-ce que vous avez des partenariats en cours? Est-ce que vous avez des partenariats importants? On a parlé tout à l'heure du soutien, du lobbying qui est fait pour obtenir un soutien gouvernemental. Mais aujourd'hui, quels sont les partenariats les plus importants et comment est-ce que le soutien des donateurs et partenaires vous arrive-t-il et vous aide-t-il dans l'accomplissement de vos projets? Merci pour la pertinence de la question. Avant ça, je voulais revenir juste un peu sur les initiatives de l'État de Côte d'Ivoire. Et je pense que j'épouse totalement, ça reste mon avis, hein, et j'épouse totalement ta position là-dessus. Farid, c'est une question de priorité. Donc l'État va
Ouais, d'abord chercher, ouais, c'est ça. C'est triste, mais C'est c'est ça, ouais. mais c'est la réalité. Hein. Je désolé, dis pas Mehdi, mais sans dire c'est- que la nutrition, c'est pas une priorité, mais l'État va plutôt penser à mettre en place les infrastructures scolaires parce qu'elles sont inexistantes. Dans le cadre de mes activités professionnelles, moi j'ai été curé de visiter ici en Côte d'Ivoire une localité là où ce qui servait d'école, c'était un hangar divisé non, en mais trois. c'est Ouais. triste, ça fait mal au cœur. Oui, c'est réel, Un hangar effectivement. où, c'est réel. Des palmiers, des feuilles de Oui, palmiers oui, qui oui. couvrent un truc, Au effectivement. point où, en fait, donc c'est 3 salles, on va les appeler des salles, mais en fait, tu as CP1, CE1 et CM1. Donc l'année qui suit, le CP1 se transforme en CP2, le CM1 se transforme en CE2, ainsi de suite. Donc l'enfant qui reprend une classe, il a une année où il va au champ, quoi. C'est Donc ça. pour l'État, la priorité va être d'abord C'est d'investir chaud. dans l'infrastructure scolaire. Quand c'est le cas, après l'infrastructure scolaire, il faut investir dans l'infrastructure pour recevoir les enseignants parce que tu peux affecter un enseignant, je sais pas, dans une zone éloignée, quelque part vers le Mali, là-bas. Quand l'enseignant arrive, il ne sait pas où loger, donc naturellement, on l'affecte. Il vient, il bosse. Je veux dire, quand il n'est pas motivé, c'est pas sacerdotal pour lui, il abandonne les élèves. Donc, je pense que la tendance de l'État, c'est ça, c'est priorité par priorité avant de penser à la nutrition. Et c'est pour ça qu'il y a des ONG comme la nôtre qui existent pour faire le constat et pour servir un peu de donneur d'alerte, de sorte à faire comprendre la réalité aux populations. Ouais, j'avoue, je comprends tellement, hein, parce que finalement, priorité. J'ai un souvenir dans un village qui s'appelle Moussatogo, dans le nord, où les femmes devaient marcher 8 km pour aller chercher de l'eau. Et quand j'ai vu l'état du puits dans lequel ces femmes-là puisaient l'eau, au fait, j'explique rapidement pour les auditeurs. Le puits est rempli de grenouilles et de déchets. Et quand tu sors l'eau, elle est complètement marron, au fait. Elle n'est pas translucide du tout. Et ces femmes-là transportent de l'eau avec des enfants au dos, 8 km à l'aller, 8 km au retour. Et quand cette eau arrive dans les bassines qu'elles ont soulevées, c'est super lourd. Même moi, j'y arrive pas, pour vous dire, hein, en réalité. L'eau, elle se repose pendant 2 à 3 jours afin que tous les déchets aillent vers le fond et elle ne récupère que le haut de la bassine. Et oui, maintenant je commence à aller dans l'autre sens. Effectivement, l'État a certaines priorités, même si je trouve qu'en 2025, il est scandaleux qu'un enfant ne puisse pas manger, se nourrir, Ouais, avoir parce que, 3 repas par jour. Aujourd'hui, Soutenez voilà. l'ONG, soutenez l'ONG. Voilà, soutenez l'ONG. Et là, on retombe rapidement. Je répète la question de Farid. Comment est-ce qu'on fait aujourd'hui pour aider l'ONG Food for Kids? Qu'est-ce que vous avez essentiellement comme support afin que l'on puisse apporter un peu de réconfort à un enfant en faisant un don notamment? C'est les supports pour les dons en ce moment, c'est le compte bancaire qui reçoit des virements et des numéros de mobile money. Sur les moyens qu'on a en ce moment, c'est purement des dons. On n'a pas encore de subvention de l'État. Donc on fonctionne essentiellement avec les dons qui sont issus des cotisations des membres et donc qui sont issus des cotisations des membres et des donations des entreprises. Donc on a en Côte d'Ivoire des entreprises citoyennes qui sont sensibles à la cause des enfants et qui accompagnent l'ONG dans ses activités. Votre micro me permet de pouvoir remercier pour le moment les principaux donateurs. On a le conseil du café cacao. C'est peut-être à dessein qu'on a choisi une zone qui produit du cacao, mais oui, le conseil café cacao nous accompagne beaucoup, notamment dans le projet de construction de la cuisine en question. On a IHS Towers qui fait dans la télécommunication. On a EcoKim et Kinden qui sont des exportateurs de cacao. Donc peut-être parce que la zone pilote, c'est la zone de Guitry, ce facteur-là fait que la cause est sensible aux acteurs du café cacao. Ou c'est peut-être parce qu'au niveau de la fondation de la Première Dame, il y a vraiment un écho qui travaille pour
réduire le travail des enfants en zone cacaoyère, mais on est beaucoup accompagné par les compagnies de café cacao. En dehors de ça, c'est vraiment la cotisation des membres et puis les donations ponctuelles. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que en fait, notre cheval de bataille est la nutrition des enfants. On a un plan d'action qui a commencé déjà par faire connaître l'ONG en faisant des dons. Donc, de 2020 à 2025, ce qu'on fait, il nous arrive de localiser des zones. On a travaillé dans à peu près sur toute l'étendue du territoire. Je veux dire, en 5 ans d'existence, aujourd'hui, on a plusieurs localités. On a fait des donations à Guitry, à Azaguié, à Iré, Djekanou, Rubino, Bressedi, Bignan, Djolibi. Donc, on a aussi la possibilité, on peut avoir des membres qui nous interpellent pour poser un problème de nutrition dans une localité en particulier. On va aller faire une collecte ponctuelle pour leur apporter des dons. Et le projet phare, c'est le projet de la cuisine en question qui va dans les environs de Guitry cibler à peu près une dizaine d'écoles. On l'appelle le projet phare parce qu'on entend répéter le modèle dans différentes localités. Si la première édition, c'est un succès. Aujourd'hui, je suis très fier de présenter ce projet-là parce qu'on l'a nourri et la cuisine est sortie de terre. Nous sommes en termes de taux d'exécution à peu près 60%. Donc, on espère pouvoir la mettre en service pour la prochaine rentrée scolaire. C'est un projet test. L'idée, comme je disais, c'était de pouvoir bénéficier d'une subvention de la mairie et de pouvoir associer les coopératives environnantes de femmes pour produire les aliments. On a entrepris un cadre de pourparlers avec des nutritionnistes de sorte à pouvoir produire des repas équilibrés mais qui sont basés sur les cultures locales. Très bien. Voilà, donc pas d'importer, c'est-à-dire... Très bien. Si par exemple dans la zone on a du mil, c'est de voir avec le diététicien comment est-ce que il faut faire comment est-ce qu'il faut équilibrer les repas avec du mil avec la denrée locale. Voilà, la denrée locale. Donc l'idée c'est ça, on fonctionne par les donations, par les dons des membres, les donations des entreprises, et on est vraiment sur ce projet phare là qu'on espère voir très bientôt, de sorte à pouvoir dupliquer le modèle, donc partir de Guitry, avoir une cuisine déjà à Guitry, ensuite pourquoi pas avoir une cuisine dans le nord, dans l'est, dans l'ouest, toucher le maximum d'enfants possible, et pourquoi pas avoir d'autres organisations qui nous emboîtent le pas, des entreprises, des particuliers qui nous emboîter le pas. Nous sommes disponibles peut-être pour partager les expériences, dupliquer le modèle. C'est utopique, c'est un idéal, ce serait que tous les enfants qui vont à l'école puissent être nourris. C'est un idéal et on tend vers l'idéal. Comme on dit, la perfection n'est pas de ce monde, mais on a l'espoir et on est optimiste sur le fait que en regardant, en visant la lune, peut-être que si on rate, on aura les étoiles. Donc, à défaut de pouvoir faire nourrir sans... mais en termes de kilomètres, là, les étoiles sont plus loin. Donc, faut viser. Faut viser les étoiles. Dites ce que vous voulez, moi j'aime l'image. Mais c'est très bien. L'essentiel, c'est d'agir. N'oubliez pas ça. L'essentiel, c'est d'agir. Exactement. J'ai une petite question à Monsieur Mehdi. L'école qui est en train de voir le jour à Guitry, la cantine qui est en train de voir le jour dans la région de Guitry, la capacité journalière à produire des repas est de combien ? Sur nos premières prévisions, la question c'est de savoir le nombre de repas journaliers. Alors, si possible. Oui. Donc sur le projet pilote, voilà ce que ça coûte. Si la cuisine fonctionne à produire 2 à 3 repas par jour sur un rayon de 10 écoles, pour le fonctionnement, on tourne autour de 144 millions l'année. De besoins. Oui, pour le fonctionnement, c'est-à-dire La question de Mehdi était de savoir combien de repas par jour vous pouvez servir. Mais c'est une cuisine. Donc si le fonctionnement est optimal et qu'on obtient toutes les subventions, on peut produire tous les jours. Donc la capacité, c'est à peu près par jour, on va dire 1 millier de repas par jour. Voilà, c'est important de mettre un chiffre. Un chiffre. Voilà, pour que on puisse comprendre la portée
et surtout les moyens mis en place. On parle de 1000 repas par jour Oui. pour une cuisine professionnelle dans une localité, la localité de Guitry. C'est impressionnant. C'est C'est impressionnant parce que si jamais vous regardez, si Monsieur Mehdi me montre des images du projet et on va essayer de partager cette vidéo-là sur les réseaux sociaux. Tout à Elrefé, fait. tu voulais dire quelque chose avant oui, qu'on conclue? oui, très rapidement pour que je te laisse la conclusion. Il y aura juste une petite question et après on va conclure. D'accord. Alors, la chose la plus importante, agir. Ensuite, identifier le nombre d'élèves cibles et se rapprocher du nombre d'élèves cibles. C'est-à-dire que là, la cantine, elle fait 1000 repas par jour. Mais si vous avez, par exemple, dans la zone, vous avez, par exemple, 5000 élèves, il y a encore 4000 élèves. Donc, c'est un effort qui est continu. Et ne pensez pas, si vous commencez à avoir l'idée de donner, que donner une fois, ça résout le problème. Je dis toujours, donner un tout petit peu, mais tout le temps, d'accord, que de donner un gros montant en une fois. Donc pensez-y si vous voulez aider l'association. Alors justement, comment est-ce que on va demander à nos auditeurs, qui vont certainement nous écrire, nous poser des questions, comment est-ce que nos auditeurs peuvent-ils contribuer à soutenir votre cause par des dons, du bénévolat ou des partenariats? Est-ce qu'il y a un contact? Est-ce que tu veux bien, Monsieur Mehdi, partager la manière la plus adéquate pour pouvoir contacter l'ONG Food for Kids? Déjà, nous, dans la description de cet épisode, on mettra le lien de leurs réseaux sociaux. Ils ont une page Instagram. On mettra le lien vers leur site internet aussi, où il y a une fiche de contact. Est-ce qu'il y a un autre moyen plus direct pour pouvoir vous contacter et faire des dons? Oui, la cause est tellement noble que nous contacter, nous avons des numéros. Le mien, c'est le plus 225 2 x 07 86 35 68. Je suis le trésorier. Vous avez le contact de la présidente, Madame Yao Carole. Qu'on salue au passage. Bravo pour l'initiative. Exactement. Plus 225 01 41 69 31 61. Vous avez le site internet dont tu as parlé, www.foodforkids.org, et vous avez la page Instagram. Votre micro me permet de solliciter aussi, hein, tu as parlé de bénévolat, Oui, il n'y a pas que les dons. Hein. Oui, parce que là, par exemple, on s'est fait pirater notre page Facebook. Okay. Avec plusieurs followers. Les gars, pirater la page Facebook d'une ONG, franchement. Peut-être pour aller demander. Ouais. Encore un autre Brad Pitt. Voilà. Ouais. Donc si dans les bénévoles, nous Anne. Si dans les bénévoles, nous avons des personnes qui sont calées en cybersécurité, ils sont les bienvenus. Autrement dit, nous sommes ouverts. C'est une ONG, donc avec des statuts. Donc, une fois que vous remplissez les conditions, nous cherchons des membres bénévoles qui peuvent donner des alertes dans leur localité, qui peuvent contribuer. Comme j'ai dit, pour contribuer, on peut le faire soit en donnant de son temps, soit en donnant de son argent, soit en donnant des relations. Donc, nous sommes preneurs. La cause est vraiment... la cause est noble. La cause, elle est très noble. Réfé le disait tout à l'heure, ça m'a fait penser un peu à mon activité sportive. Pour toi qui es dans le rallye, je disais qu'il y a une différence entre quelqu'un qui fait du rallye et du cheval. C'est que le rallye, le véhicule, quand tu ne mets pas le carburant, il est stationné. Quand tu fais de l'équitation, en vrai, le cheval qui saute ou pas, il faut le nourrir. C'est un peu pareil que les enfants. C'est que les donations doivent être quotidiennes, doivent être continues, parce que tant qu'il y aura des écoles, tant que les enfants devront apprendre, il va falloir contribuer. C'est peut-être ça qui gêne les politiques publiques, mais c'est une obligation qu'on a en tant que parents, en tant que citoyens, d'accompagner les enfants, parce que c'est l'avenir du pays et du monde, je dirais. Très simple. Merci Monsieur Mehdi, merci El Réfé, merci Mehdi Morocco. C'est ainsi que s'achève cet épisode un peu spécial dans le cadre du podcaston, où nous avons décidé de mettre en avant une ONG qui nous tient à cœur, Food for Kids. Tous les détails seront répétés dans la description de cet épisode. S'il vous a plu, n'hésitez pas à le partager. N'hésitez pas aussi à vous rendre sur
le site du Podcaston pour découvrir d'autres associations à travers la voix et le talent de super podcasteurs et podcasteuses. Nous, on a fait notre job au niveau d'Abidjan Talk Live et Monsieur Mehdi, certainement que cet épisode en appellera un autre et on sera ravis ici de vous recevoir. À bientôt. À bientôt. Merci, au revoir. Nous allons maintenant vous demander la moitié de la route. Abidjan Talk Live, c'est terminé. On espère que vous avez passé un bon moment. Posez votre bière et reprenez une activité normale. N'oubliez pas de vous abonner sur Apple Podcast, Google Podcast, Spotify et de commenter sur notre profil Instagram. Découvrez de nouvelles actualités et histoires au prochain numéro.